Je vais donc procéder à l'appel. Alors, le maire, je l'ai vu, Lucille Boichot, Patrick Médig, Philippe Guyot, Elisabeth Toureau, Gérard Lapin, Serge Lesvos, Marina Veil, Anne, Étienne Aymar, Laurette Gégou, Yves Le Cloarec, Christian Lucas, Marie-Math Dréan, Sabine Chignalis, Fanny Levantec, Sandrine Cartron, Nathalie Deblon, Jean-Jacques Labatte est absent et est représenté par Jean-Philippe Perriès. Catherine Chaise, Véronique Le Corolège, pardon, Véron. Jean-Philippe Perriès, Emmanuel Denis Florest, Éric Monin, Gaël Léveillé-Lisrol, Pascal Lermite, nous l'avons vu, de sa présence, Véronique est représentée par moi ce soir. La secrétaire de ce soir est Lucille Boichot. L'approbation du PV du 7 mars. Y a-t-il des remontées? Je n'ai pas vu passer, il y a des remarques. Donc, il est donc approuvé à l'unanimité. Bon, donc, ce conseil qui va démarrer, donc je disais Thierry Quespel, nouveau conseiller municipal, on va en parler dans les bordereaux qui suivent, avait prévu autre chose, il ne pensait pas être conseiller municipal aussi rapidement, suite à la démission de Patrick Delval. Donc, il avait une autre programmation, il sera présent au conseil municipal du 2 mai. Et donc, Éric Monin, qui souhaitait une présentation de Thierry Quespel dans les échanges que nous avons eus, il se présentera lui-même le 2 mai, comme j'ai pu le voir avec lui. Voilà, nous allons commencer. Donc, nous avons ce soir 9 délibérations et 4 points d'information. Merci à la presse d'être présente. Merci aux gens qui sont à l'autre bout de la caméra, même si vous êtes très nombreux. Merci, bien sûr, au public. Plus ou moins nombreux, ça dépend des conseils, mais bon, ce soir, c'est les meilleurs qui sont là, je le sais. Alors, nous allons commencer par la délibération numéro 18, qui concerne justement la modification des commissions suite à la démission de notre collègue Patrick Delval et son remplacement par Thierry Quespel, le suivant sur la liste. Donc, en quelques mots, Patrick avait démissionné, nous avons mentionné ça au préfet. Thierry Quespel a accepté le 8 mars de remonter sur la liste. Il apparaît donc dans l'ordre en 29e position sur la liste du conseil municipal de ce soir. La première délibération, je disais, c'est la modification des commissions. Alors, dans le pseudo que vous avez devant les yeux, que je ne vais pas vous lire en entier, vous verrez que dans la commission de transition écologique, Thierry Quespel prend la place de Yves Le Cloarec, qui quitte cette commission. Dans l'action sociale et solidarité, donc Marina Veil prend la place de Patrick Delval. Dans le comité social territorial, le nouveau nom du comité technique paritaire, donc Yves Le Cloarec en suppléant à la place de Patrick Delval. Dans la commission de contrôle des listes électorales, donc Marie-Math Dréan, qui était suppléante, devient titulaire, et Sandrine Cartron prend la place de suppléante en lieu et place de Patrick Delval. Voilà les modifications sur ce premier bordereau concernant les commissions. Vous avez une annexe qui reprend cela. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Non? Visiblement, il n'y en a pas. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la modification de la composition des commissions et donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le bordereau adopté à l'unanimité des présents et représentés. Nous allons continuer dans les aménagements et les ajustements de liste par la délibération numéro 19, qui concerne là la modification du comité consultatif des placements doux, autrement appelé le COCODD, et je vais laisser la parole à Sabine Gignani. Sabine. Monsieur le maire,
Donc, oui, Thierry Coespel était citoyen volontaire dans les concours d'aînés, dans la mesure où il est élu de la majorité. On a modifié la liste en conséquence. Donc, vu l'article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 65 du 21 septembre 2021 relative à la création du comité consultatif des placements d'eau, vu la délibération 95 du 16 novembre 2021 relative à la modification de la constitution du comité consultatif des placements d'eau, et considérant la prise de fonction de Thierry Coespel en tant que conseiller municipal à partir du 8 mars 2023, la liste a été modifiée afin de préciser que Thierry Coespel était élu de la majorité. Voilà. Merci Sabine. Alors, sur ce point, y a-t-il des interventions? Je rappelle simplement que les comités consultatifs n'ont pas un nombre limité de places. On n'est pas comme dans une commission où il y a la proportionnalité de la représentation, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il a été créé comme tel, on a remplacé une seule personne, mais on garde le même nombre. Y a-t-il des remarques? Parfait. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la modification de la composition du comité consultatif déplacement et donner pouvoir au maire pour prendre toutes mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Les oppositions? Les abstentions? Hors de voix, donc l'unanimité des présents est représentée. Nous continuons avec les modifications. Ça concerne délibération numéro 20. Et là, le comité consultatif pour l'atlas de biodiversité communale. L'Atlas qui est communal, ce n'est pas la biodiversité. Je vais passer la parole à Sandrine. Sandrine. Je vais faire court, hein. Je pense que c'est dans la même logique que les précédents. Thierry Coespel fait déjà partie du comité consultatif à la place de la biodiversité communale, de citoyen volontaire, et donc il change de qualité, devient élu de la majorité. Est-ce qu'il y a des remarques aussi sur cette Le maire est inaudible, ça lui arrive. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce bordereau? Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la modification de la composition du comité de pilotage consultatif pour l'atlas de biodiversité communale et donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On va adopter à l'unanimité des présents et représentés. Alors, nous allons passer à la délibération 21, sur laquelle j'ai un tout petit problème technique. Cette délibération fait l'objet d'un vote. Et j'attends les bulletins de vote. Il ne faut pas voter avant le vote. Ça ne se fait pas. Alors, il s'agit, je vais la lire, Lucille va nous apporter les bulletins de vote. Alors, il s'agit là de la modification de la liste des membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS. Souvenez, nous sommes représentés au sein du CCAS, qui est un organe paritaire, 8 élus issus du conseil municipal, avec un calcul à la proportionnelle, et 8 personnalités qu'on appelle qualifiées, représentant les associations qui peuvent siéger sur les sujets propres au CCAS, le sujet d'importance sociale, bien sûr. Donc, je fais grâce du Code de l'action sociale, mais nous considérons donc que la démission de Patrick Delval du 8 mars, Patrick Delval était membre du CA du CCAS au titre des élus du conseil municipal. Conformément donc à l'article du Code d'action sociale, le CCAS est administré par, je le dis, un conseil administratif pour des membres élus du conseil et des membres nommés par moi-même sur des candidats associatifs. En application des articles du même code, les membres élus en son sein par le conseil le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Il vous est donc proposé ce soir, vous avez la liste sous les yeux pour ceux qui ont le bordereau de délibération, qui est affiché, qui n'est pas affiché ici. Est-ce que quelqu'un peut avancer?
le bordereau qui suit. Un manque de personnel. Ce soir. Gérard, est-ce que tu peux avancer sur la délivrante? Le problème, c'est que quand je le vois, l'écran se met sous le mail. Peut-être. C'est toi qui C'est Des questions orales. Si l'unanimité du conseil municipal en est d'accord, et ce scrutin en a levé plutôt que. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas autorisé. Donc, ce que je vous demande, c'est de glisser chacun un bulletin. Vous aurez plutôt des bulletins, mais simplement vous allez mettre si c'est liste complète ou pas. Je suis désolé, mais on a eu ce cas d'autres fois. Donc, si on ne veut pas que la délib soit rejetée, voilà les bulletins. Alors, qu'avons-nous sur la liste, sur les bulletins? Si, qu'est-ce qu'on a sur la liste? Ce sont des bulletins blancs? D'accord. Alors, je vais vous proposer. Alors, mettez l'urne en bulletin, vous avez des tables ici, voilà. Il me faut deux personnes. Il me faut deux personnes. David, tu peux rester là. Et puis, je ne sais pas, Eric Monin, tu veux bien. Alors, vous avez distribué une enveloppe et un bulletin à chacun, s'il vous plaît. Tu t'entraînes. Ouais, il y a deux personnes qui ont des pouvoirs, Jean-Philippe et les autres. Et moi aussi. Je vais vous donner les directives quand tout le monde aura ses papiers, s'il vous plaît. Je vais vous donner la directive. Je laisse finir Sabine et nous allons vérifier que tout le monde a bien son bulletin ou ses deux bulletins. Alors, Dany, tu as bien deux bulletins et deux enveloppes. Jean-Philippe, tu as bien deux bulletins et deux enveloppes. Voilà. Moi-même. Et puis, Eric m'avait manqué de bulletin. Sabine, tu as fait les tiens. D'accord. Une enveloppe pour Sabine. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'écouter? Juste, on va essayer de faire simple. Donc, la liste qui vous est présentée ce soir, vous l'avez sur le bordereau. Donc, il y a juste un changement. Patrick Daleval, nous proposons Marina Veil, hein, et je relis la liste. Donc, Elisabeth Toureau, Étienne Aymar, Laurette Gégou, Marina Veil, Marie Madréan, Nathalie Deblon, Catherine Chaise et Dany Forest, suppléant Jean-Philippe Perriès. Hein. On avait fait ça lors du premier vote. Donc, on reste sur le même modèle. Donc, si vous votez pour, vous écrivez simplement liste complète sur votre bulletin. Vous allez réécrire tous les noms. Hein. Si vous votez, si vous abstenez, vous mettez abstention. Et si vous votez contre, vous mettez une croix. Vous êtes d'accord sur le code?
Liste complète, si vous mettez pour toute la liste. J'ai déjà la présence de certains ont écouté les directives. Je ne citerai personne, évidemment. C'est pas mon genre. Je n'ai pas envie de capter ce soir. Donc, liste complète si vous venez pour. Abstention si vous abstenez. Et une croix si vous votez contre. Merci. C'est plus de même. Allez, avant, j'appelle le maire. Le maire a un pouvoir. Alors ensuite, Lucille. Patrick Ménon. Philippe Guyot. Elisabeth Toureau. De toute façon, on a un parcours de golf, hein, c'est un peu. C'est pas très cohérent. Hein. Gérard Arsan. Pierre Cholescos. Dans l'autre sens, là. Étienne Hébert. Laurette Gégou. Yves Le Cloarec. Christian Lucas. Marie Batréan. Sabine Timianis. Elle est là. Fanny Le Mintec. André Clark. Nathalie Deleu. Alors, Jean-Jacques Laballe, Jean-Philippe qui va ici. Véronique Le Corollaire. Catherine Chaise, c'est donc Dany Forest qui vote pour elle. Jean-Philippe Perriès. Emmanuel Herzog. Dany Forest. Éric Mona. Gaël Léveillé. Pascal Lermite. Véronique Ancel. Éric Westphal, j'ai donc voté, puisque j'ai voté au début. C'est bien d'accord, on a vérifié. Donc, il faudrait maintenant vérifier qu'on a bien un golf à 29 trous. C'est assez rare pour David. Vous êtes débrouillés tous les deux? Et nous, on fait le contrôle avec les
Voilà. Mesdames, Messieurs, on va reprendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Alors, nous avons bien un résultat. Nous avons bien 29 votants. Donc, liste complète a obtenu 29 voix, 0 et abstention 0. Voilà le résultat de notre vote de ce soir. Merci à tous et à toutes. Nous allons passer à la délibération 22. Délibération 22, il s'agit là du dossier de clôture de la ZAC de la Brèche. Vous avez une annexe 2 complète sur le sujet. Je vais donc, la Brèche, donc, nous avons tous vu en lisant le bordereau que l'opération qui a commencé en février 98, démarrage, ça fait 25 ans. Je vais donc laisser la parole à Philippe Guyot qui va nous exposer les faits de ce dossier de clôture. Philippe, c'est à toi. C'est vert, donc il marche. Là, c'est bon. Ok, bah, je vais vous lire le bordereau qui est, je dirais, un peu plus complet que les bordereaux précédents, j'entends en termes d'écriture, pour effectivement à la fois faire l'historique de cette opération, en rappeler les objectifs et puis arriver à ce pourquoi on est appelé à voter, c'est-à-dire le bilan financier final de cette opération, conformément, je dirais, à la demande qui nous a été faite par BSH en date du 9 janvier 2023. Nous devons donc délibérer pour assurer la clôture financière de cette opération. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L300-4 et R311-1, vu la délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 1998, approuvant la création de la ZAC de la Brèche, vu la convention publique d'aménagement signée le 16 février 1998 et vu l'avis de la commission des finances en date du 8 mars 2023, puisque bien évidemment, ce dossier est présenté à la commission finances. La ZAC de la Brèche donc, est une opération de ménagement à vocation principale d'habitation qui couvre une superficie de 21,8 hectares et se situe au nord du pont d'Aradon, comme chacun le sait. La ZAC de la Brèche a été créée par délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 1998 et son dossier de réalisation a été approuvé le 15 décembre 1998. Cette opération est réalisée sous le régime juridique de la concession d'aménagement en application des articles L300-4 et R311 déjà cité-11 du Code de l'urbanisme. Voilà. La société d'économie mixte Espace Aménagement Développement du Morbihan en est l'organisme concessionnaire après le transfert de la CEMAB. En effet, par délibération du 7 novembre 2004, le conseil d'administration de la CEMAB a décidé de réorganiser ses activités en profondeur et redéployer ses activités d'aménagement sur l'ensemble du territoire breton. Par délibération du 24 mars 2018, la société EADM a repris le pôle aménagement de la CEMAB sur le Morbihan et s'est substituée à cette dernière dans ses missions.
Ce transfert a été entériné par le conseil municipal par délibération en date du 14 mai 2007. Le programme total de l'opération était le suivant, environ 443 logements répartis comme suit, 125 terrains à bâtir libres de constructeurs, 55 maisons de ville, 25 logements intermédiaires et 235 logements en petit collectif, R+1 plus C, couple, dont une soixantaine de logements locatifs PLA. Avec 440 logements pour une superficie totale affectée au logement de l'ordre de 20 hectares, la densité moyenne s'habille désormais à 22 logements par hectare, ce qui était la règle à l'époque. Le reste du programme est le suivant, quelques activités économiques autour du Super U, ainsi qu'une extension du parking de celui-ci, une salle municipale multiculturelle à l'entrée de l'opération, divers équipements publics d'infrastructure, dont une voie structurante de large emprise, de 2 espaces verts de quartier permettant également la régulation des eaux pluviales. Au travers de cette opération, l'objectif de la collectivité était de rééquilibrer socialement le développement de la commune en faveur des jeunes familles, tout en maîtrisant la croissance de la population et donc le rythme d'urbanisation. Le second objectif majeur de la collectivité était d'assurer un développement harmonieux de son territoire à travers une urbanisation de qualité et sans densification excessive. Initialement scindée en 3 tranches, l'opération a finalement fait l'objet de 5 tranches de travaux, 3 sur le secteur de la Brèche et 2 sur le secteur de Botumas. Ainsi qu'il est précisé aux articles 24 et 25 de la convention de concession à l'expiration de la concession, le bilan de clôture est arrêté par le concessionnaire et approuvé par le concédant. Ce bilan précise le montant définitif de la participation financière du concédant aux dépenses d'aménagement réalisées nécessaires pour équilibrer les comptes. Lorsque le bilan de clôture fait apparaître un excédent, celui-ci est versé au concédant, ce qui est le cas. Alors, vous avez donc eu le dossier complémentaire, juste pour rappeler que au bilan financier, on a un budget global de dépenses de plus de 11 millions d'euros, 11 304 348 euros TTC, et des recettes à hauteur de 11 446 374 euros TTC, ce qui fait un résultat global de l'opération de 142 026 euros, sachant qu'il y a déjà eu par anticipation un remboursement de trésorerie 131 000. Le solde de trésorerie, c'est ce sur quoi on a à voter ce soir, est de 11 026 euros TTC. Voilà pour l'opération qui vous est soumise à vote pour pouvoir clôturer ce bilan financier de cette opération qui effectivement date de 25 ans. Merci Philippe pour cette appel. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir sur le bilan de cette opération de la Brèche? Pas de motivation particulière pour s'exprimer sur la Brèche. Étonnant. Alors, vous pouvez rajouter 2-3 éléments quand même, si vous avez regardé un peu le dossier. Effectivement, l'opération a débuté il y a 25 ans. Alors, elle n'a pas mis 25 ans à se terminer, hein, puisque la 5e tranche, je crois qu'il y a eu 17 ans en tout de construction, hein, pour livraison du dernier logement de la 5e tranche de mémoire, c'est ça, 16 ou 17 ans. 440 logements, 22 logements hectares à l'époque. 22 logements hectares, oui, et donc densité de l'époque, hein, on l'avait dit quand on a eu nos débats sur Admire notamment, puisque là on passe à 35 sur l'opération nouvelle. Quand on regarde les acquisitions de cette époque, les terrains qui ont été acquis dans le cadre d'une procédure de ZAC. Hein. Il y avait de l'utilité publique, mais il n'y a pas d'unité d'expropriation à l'époque. Hein. C'était de la négociation pour avoir des terrains qui étaient un petit peu moins chers, qui permettent à des gens de se loger à des prix raisonnables par rapport au prix de l'époque, qui était déjà très élevé. Hein. Donc, il fallait en 40% de mémoire en dessous du prix du marché libre foncier, hein, du foncier viabilisé. Et je me suis amusé, je regardais un petit peu les sessions de terrain des différents propriétaires, vous l'avez dans le dossier pour ceux qui l'ont regardé, et on s'aperçoit que les terrains de l'époque, donc entre 98 et 2001, donc on est vraiment à 20 ans, on va dire, pour faire simple, hein, ont été acquis à 14 euros l'hectare, 15 euros l'hectare. Le mètre carré. L'hectare, ça ne serait pas cher, effectivement. L'hectare se donné à ce prix-là, 15 euros le mètre carré. Acquisition. Après, il y a les viabilisations, les coûts de viabilisation, etc. Hein, bien sûr, vous avez, et ce qui explique l'opération à 11 millions d'euros. Globalement, cette opération se fait à 11 millions d'euros. Et on n'a pas là-dedans, bien sûr, la construction, hein, de chaque propriété qui se fait. Mais c'est intéressant de voir comment la commune d'Arradon se comporte hein, depuis. Et déjà à l'époque, hein, j'étais arrivé à ce moment-là, mais il y en a beaucoup qui étaient même élus au moment de la
la ZAC de la Brèche, à cette époque, je vous dis, il fallait pouvoir offrir des terrains à des nouveaux propriétaires ou des locataires, enfin, ceux qui venaient dans les logements loués, acquis par des propriétaires bailleurs publics ou propriétaires privés, à des prix raisonnables qui étaient, je veux dire, 30 à 40% en dessous du marché. Voilà, c'est cette opération qui s'est faite effectivement sur 17 ans, 25 ans pour la solder comptablement, et c'est là qu'on voit qu'il faut du temps pour permettre d'accepter une opération, pour qu'elle se fabrique petit à petit, pour que les espaces verts rentrent dans nos esprits, pour que les voisinages se fassent correctement. Et on a aujourd'hui ces 443, je crois, logements de la Brèche. Certains autour de la table habitent, je crois, à la Brèche. Voilà ce que je voulais dire, mais je trouve que le sujet est intéressant au regard des projets d'urbanisme que nous avons pour les années à venir. Quand on dit qu'il faut 10 à 15 ans pour bâtir des nouveaux quartiers, c'est une réalité. La Brèche en est vraiment un exemple. Alors, comparaison n'est pas raison, ça je suis d'accord, mais simplement c'est la référence probablement la plus récente que nous ayons. Voilà le commentaire que je voulais personnellement faire sur cette opération. Bon, s'il n'y a pas de... Ah, je vois une main qui se lève, Jean-Philippe. C'est que vous appeliez à savoir si vous aviez un commentaire sur le bilan financier de la ZAC de la Brèche, et effectivement, il n'y en avait pas. Voilà, ça se termine positivement. Et ça fait déjà pas mal de temps d'ailleurs qu'on était au courant de ce point-là, c'est juste une régularisation. Maintenant, suite à l'intervention que vous venez de faire, oui, finalement, c'est intéressant ce projet, enfin, c'est intéressant de réagir par rapport à ce projet. C'est presque un plaidoyer pour la manière dont on aurait pu aménager NVIA. C'est marqué dedans. Hein. 22 logements à l'hectare, pour le rappeler, 35 aujourd'hui, donc on est 50% au-dessus. Je ne pense pas que les 20 ans qui viennent de passer soient une justification particulière à une telle augmentation de la densité. Il était donc indiqué dans ce que vient de nous redire Philippe, une recherche de moindre, enfin de ne pas avoir d'excès de densification. Voilà, la comparaison est très intéressante. Et le deuxième élément qui est intéressant, finalement, vous venez de le citer, alors 14 € du mètre carré, ce n'est pas le prix auquel les acquéreurs ont acquis leur terrain pour construire leur maison. C'est le prix de vente. Hein. C'est ça qui est de confusion sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que le prix d'acquisition s'est fait 40% inférieur au prix du marché. Il s'est fait quasiment à 100 €, aux alentours des 100 €. Alors, c'est effectivement extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont venus s'installer, notamment ces jeunes familles. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution quand 15 ans ou 20 ans plus tard, ces terrains sont revendus à des moins jeunes, à 400 € du mètre carré. Donc c'est formidable, ça a permis de faire une magnifique plus-value pour ceux qui sont venus s'installer, mais ça n'a pas du tout garanti la pérennité de la présence de ces jeunes. C'est ce qu'on appelle, nous, une politique d'urbanisme du fusil à un coup. C'est-à-dire qu'on permet, en ouvrant plusieurs hectares, dizaines d'hectares à l'urbanisation, à des familles, et plutôt des jeunes familles, tant mieux de venir s'installer, mais on garantit en rien le renouvellement de ces familles dans le temps, et donc finalement, on se recrée le même problème plus tard, simplement en cours de route, on a consommé plusieurs dizaines d'hectares. Donc, je pense que cet élément-là est à intégrer dans nos réflexions. Le BRS est une des réponses, mais il n'y a pas que celle-là. Peut-être que nous aurons l'occasion un jour d'intégrer des solutions dans nos projets d'urbanisme pour ne pas se retrouver dans la même situation. Alors oui, on peut faire un commentaire sur le commentaire, puisque effectivement, l'opération de la Brèche avait mis en place ce qu'on appelait une clause anti-spéculative, qui était le seul dispositif qui existait à l'époque, juridiquement parlant, à disposition des élus locaux. Ça a été mis d'ailleurs au bout de la deuxième tranche, et pas de la première. La clause anti-spéculative, hein, pour le rappeler, c'était de ne pas pouvoir revendre son bien dans le cadre du marché libre avant 9 ans. Hein. Donc les gens qui avaient acquis, c'était au bout de 9 ans, après 9 ans, que ça retombait dans le marché libre. Ceci dit, à l'époque, il n'y avait que ça pour limiter les spéculations. Donc on ne refait pas l'histoire. Par contre, on le fait aujourd'hui avec ce nouvel outil qu'est le BRS. L'idée étant d'avoir une clause anti-spéculative permanente, en gros, la dissociation du foncier et du bâti. On loue le foncier et on construit et on revend son bâti. Donc c'est ça l'objet du BRS qui sera pour nous sur le bilan une manière d'avoir en permanence des classes sociales qui ne pourraient pas accéder à le faire. Et le deuxième élément, c'est quand même la partie de locatif social abordable, logement abordable, notamment les plus jeunes actifs. Donc on a passé 20 ans. On a un nouveau dispositif qui n'existe que depuis 4 ans, hein, il faut le reconnaître, le BRS, le nouveau BRS, parce qu'il a existé un truc qui ressemblait à quelque chose mais qui ne marchait pas dans le passé. Le nouveau BRS, l'anglaise, on va dire, nordique, va nous permettre
d'avoir des opérations qui évitent ces spéculations, comme on l'a connu à la Brèche au bout de 9 ans. Voilà. On s'améliore de jour en jour. La densité d'aujourd'hui, ce sont les règles. Hein, et la densité d'après-demain sera probablement, nous dépassera, on sera peut-être plus là, mais on sait qu'on est amené à densifier. Très bien. Je vais passer au vote. Oui. Alors, le dossier de clôture de la lac de la Brèche. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le dossier de clôture de la lac de la Brèche, donner le pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures et signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Les oppositions et les abstentions. Le ordre est adopté à l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 23. Nous allons parler là des taux d'imposition de taxes directes locales pour 2023 et je passe la parole à l'adjoint en finance, Philippe Guyot. Philippe. Merci, monsieur le maire. Donc, nous sommes appelés à voter les taux de taxes locales pour cette année, pour 2023, conformément à l'article 1636 sexies du Code général des impôts. Donc, le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique distincte du vote du budget, et ce, même si les taux restent inchangés. Un petit rappel sur les évolutions récentes. La fiscalité locale a entraîné une modification des votes des taux dès 2021, du fait de la suppression de la taxe d'habitation, au moins sur les résidences principales, puisqu'elle perdure sur les résidences secondaires ainsi que sur les logements vacants. Inoccupés depuis plus de 2 ans. Donc, les communes perçoivent désormais la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, avec activation d'un mécanisme correcteur, on verra après les tableaux, afin de neutraliser les écarts de compensation. Et ce taux correcteur est de 0,937718. Alors, vous avez 3 tableaux, dont 2 tableaux identiques. Vous avez un premier tableau où, au niveau de la taxe d'habitation sur résidence principale, sur résidence secondaire, la taxe d'habitation sur les logements vacants, ainsi que les taxes foncières sur les propriétés bâties, donc avec un taux communal de 25,38 et un taux départemental de 15,26, qui nous donne un taux de 40,64, sachant que les taux de la taxe d'habitation sont à 11,05, étaient en 2022 à 11,05. Un effet coefficient correcteur, donc je l'ai évoqué, et une taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc à hauteur de 65,84%. Voilà, donc ça c'était les taux en 2022. Donc la simulation qui est faite sur le tableau suivant, sur la base des mêmes taux, puisque on vous propose de voter les mêmes taux, donc ne pas changer les taux en 2023, donc sur la fiscalité locale, vous fait apparaître effectivement, vous le voyez, compte tenu des différents éléments que j'ai déjà cités, un produit prévisionnel de taxe foncière supérieur à celui de 2022, considérant que l'essentiel est lié à l'évolution des bases fiscales qui, elles, son évolution est votée au niveau national compte tenu d'un coefficient indexé sur l'inflation. Donc, c'est la loi de finances qui a voté l'évolution de ces bases. Donc, tous les contribuables français assujettis à la taxe foncière se verront, aux taxes locales, verront une augmentation des bases à hauteur de 7,1%. D'accord? Donc, la simulation qui est faite sur le tableau numéro 2 est une simulation sur la base des éléments fournis par la DGFiP très récemment. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a pris. Noterez d'ailleurs que entre la taxe d'habitation qui, elle, sur les bases à une évolution de 7,1%, comme je viens de l'évoquer, c'est un petit peu supérieur dans les simulations de la DGFiP pour la taxe foncière, que ce soit sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties. Donc le troisième tableau, identique au second, c'est ce qu'on vous propose de voter au niveau des taux, c'est-à-dire une taxe d'habitation à 11,05%, je le rappelle, sur les résidences secondaires et sur les logements vacants, et une taxe foncière, considérant les évolutions de taux que j'ai déjà précitées, à l'identique de celle votée en 2022 pour 2023,
considérant qu'un coefficient correcteur vient minimiser les ressources de la commune à hauteur de 269 162 €. Voilà, juste une petite précision par rapport à nos simulations. Lorsque nous avons voté le budget prévisionnel 2023, on a une augmentation à ce jour de 25 000 € au niveau des recettes envisagées sur ces taxes locales. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le maire, sur la proposition donc, qui est de maintenir les taux tels qu'ils étaient au niveau de 2022. Merci. Cette synthèse sur les taux. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Non, pas de remarques particulières. Entendu. Alors, après débat, le conseil municipal est invité à délibérer pour fixer les taux des impôts locaux pour l'année 2023, comme proposé ci-dessus, et donner pouvoir au maire pour signer tous les documents nécessaires et prendre toutes mesures utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Les oppositions, les abstentions vont devoir adopter à l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 24. Nous allons parler d'une convention de servitude avec Enedis. Et vous avez une annexe 3 sur ce sujet. Je vais passer la parole à Lucas. Question. Donc, ce bordereau concerne la régularisation d'une convention avec Enedis pour des travaux qui ont été réalisés depuis un certain temps déjà au chemin de Douarnenez-Kistinet et de Vénal. Donc, je lis le bordereau. Vu l'avis favorable de la commission travaux du 1er mars 2023, la société Enedis, anciennement ERDF, souhaite établir un acte notarié portant sur la mise en place d'un poste électrique et de plusieurs canalisations souterraines sur la parcelle cadastrée section ZD 124. La convention sous seing privé signée avec Enedis en 2011 a été enregistrée au service de la publicité foncière, mais n'a pas été publiée. Sur demande et aux frais exclusifs d'Enedis, il convient désormais d'établir un acte authentique afin de régulariser administrativement et juridiquement la situation. Merci, Christian. Y a-t-il des interventions, remarques, commentaires? Non. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver les termes de la convention de servitude et les pouvoirs au maire aussi de documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Les oppositions, les abstentions, et à l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 25, il s'agit de la mise à jour du tarif plat modifié pour la destruction des déploiements médiatiques. Et je passe la parole à Sandrine Cartron. Sandrine. Merci. Avant de vous lire le bordereau, je vais vous donner les chiffres des nids qui ont été recensés et détruits en 2022. Donc, sur la commune d'Aradon, nous avons recensé et détruit 11 nids primaires et 35 nids secondaires. Et la FDG Don nous fait remarquer qu'il y a eu une forte augmentation des nids recensés sur le département. Plus de 5 000 nids. Et j'en profite aussi pour solliciter les bénévoles qui sont intéressés, enfin les personnes qui sont intéressées pour devenir bénévoles pour suivre cette campagne, la campagne à venir, parce que nous ne sommes pas nombreux sur la commune pour constater les nids et faire appel aux désinsectiseurs pour la destruction. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées, je vous souhaite. Donc, vu l'avis de la commission transition écologique du 27 mai 2021 et du 9 novembre 2021, vu la délibération du conseil municipal en date du 1er février 2022 fixant les plafonds éligibles, vu la délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2022 mettant à jour les plafonds éligibles, considérant les tarifs 2023 communiqués par la FDG Don, donc la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, le 8 mars 2023, vu l'avis des membres de la commission transition écologique qui s'est réunie le 23 mars 2023, la FDG Don a transmis fin mars les tarifs maximum autorisés pour les désinsectiseurs ayant signé la charte, ces tarifs étant supérieurs aux tarifs indiqués dans la délibération du 14 juin 2022 comme barème des plafonds éligibles à l'aide financière communale de 50%, et prenant en compte une nouvelle catégorie de hauteur de nid, il est proposé de revoir ce barème afin de le faire coïncider avec les tarifs de la FDG Don.
Donc, le barème des plafonds éligibles en 2023. Pour les nids primaires situés à moins de 5 mètres et de diamètre inférieur ou égal à 10 cm, le plafond est fixé à 84 € TTC. Pour les nids situés à moins de 8 mètres, le plafond est de 124 € TTC. Pour les nids situés de 8 à 15 mètres, le plafond est fixé à 150 € TTC. Pour les nids situés entre 15 et 20 mètres, le plafond est de 190 € TTC et au-delà de 20 mètres, le tarif est de 226 € TTC. Donc, les autres critères restent inchangés. Les bénéficiaires sont les particuliers, les associations et les agriculteurs. Le montant de l'aide est de 50% du coût de la dépense éligible. La période d'éligibilité de destruction des nids est fixée du 1er avril au 30 novembre 2023 et la date limite d'instruction des dossiers et de versement des aides est fixée au 31 janvier 2024. Merci Sandrine. Alors, y a-t-il des commentaires, des avis sur ce bordereau qui devient régulier? Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la modification des plafonds éligibles pour l'aide à la lutte contre le frelon asiatique pour l'année 2023, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les dispositions utiles et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Les oppositions, les abstentions, on voit adopter à l'unanimité des présents et représentés. Nous allons passer à la délibération 26. Il s'agit de la modification des règlements du camping municipal de Parc et Criole. Vous avez en main une annexe numéro 4 et je cède la parole à Fanny Le Mintègre. Fanny. Oui, merci. Effectivement, cette délibération va permettre de modifier le règlement qui datait de donc, la dernière modification de 2015 pour des petits ajustements qui se font cette année sur le camping, notamment la plage d'ouverture. Nous avons souhaité de début avril à fin septembre. J'en profite pour vous dire qu'il devait ouvrir samedi 1er, mais suite aux intempéries, nous avons reporté cette ouverture à demain matin. Donc, il s'agit aussi, comme nous avons fait l'acquisition de cabanes étapes qui vont être louées et qui vont demander une caution qui sera versée par les utilisateurs, également pour les bracelets connectés. Comme vient de vous dire Monsieur le maire, vous avez eu le règlement en annexe avec ces modifications rouges. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal en date du 25 mai 1979 approuvant la création règlement du camping municipal, vu l'avis de la commission finances en date du 8 mars 2023, la dernière mise à jour du règlement intérieur du camping municipal date du 5 mai 2015, considérant l'évolution de la gestion du camping et de la proposition des nouveaux hébergements cabanes étapes, il est nécessaire de procéder à la mise à jour du règlement intérieur du camping municipal. Donc, comme je viens de vous le dire, ces modifications sont en rouge sur le document que vous avez eu en annexe. Merci, merci Fanny. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je ne sais pas s'il y a eu des remarques lors de la commission. Il n'y a pas eu de remarques particulières. Moi, j'ai une question qui m'est venue. Je me permets, dans les formalités de police, est-ce que la question de la fiche individuelle de police se pose pour les ressortissants de l'Union européenne? Un cas de conflit en France. J'ai quelques doutes, mais ce serait à vérifier. Il me semble qu'il y a une libre circulation des personnes dans le périmètre de l'Union européenne. Et Fanny, on pourra regarder ça. Vous n'avez pas parlé en particulièrement de... je ne sais pas, je me suis étonné. Peut-être que c'est possible, mais parce qu'on fait état de le séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mineurs, et on parle de la fiche de police. Enfin, voilà, je soulève cette question qui m'est venue tout à l'heure. Merci. Pas de remarques particulières. Après débat, le conseil municipal est invité à délibérer, transcrire les termes du règlement intérieur du conseil municipal, reste annexé à la présente délibération et donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions, on devra adopter à l'unanimité des présents et représentés. Nous en avons fini avec les 9 délibérations du jour.
Nous avons quelques points d'information, 4 points d'information. Alors, le premier concerne les conditions de mise à disposition. Vous avez la liste devant les yeux et à l'écran. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette liste? Deuxième point d'information, les décisions que j'ai pu prendre. Il y en a une. Il s'agit d'une décision d'acquisition par voie de préemption d'un ensemble de parcelles. Vous avez le numéro de cadastre et surtout pour une superficie totale de 14 858 mètres carrés au lieu dit Landville. Alors peut-être, Sandrine, est-ce que tu aurais quelques éléments complémentaires à nous dire sur cette parcelle? S'il te plaît. Oui, en fait, comme mon projet de plantation, projet de l'arbre, et qu'on est en déficit de foncier sur la commune, toutes les parcelles qu'on peut acquérir pour faire ce projet-là, eh bien, on regarde ce qu'il est possible de faire. Et là, sur cette parcelle-là, il y aurait possibilité de faire un verger communal. Il est en zone naturelle, mais il est possible de faire ce type de plantation à condition qu'il soit accessible au public. Donc, il y a plusieurs intérêts, qu'ils soient pédagogiques ou de sauvegarde si on veut conserver des pommiers, par exemple des essences d'arbres qui sont anciennes. Et à terme, pourquoi pas avoir un verger productif qui pourrait alimenter les générations futures, bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite. Et donc, il y a plusieurs intérêts à acquérir cette parcelle. Et donc, quand on peut le faire, on le fait. On essaiera de le faire autrement si c'est possible. De mémoire, c'est une parcelle qui a été proposée par le propriétaire. Comment c'est arrivé dans l'escarcelle de la commune? Alors, en fait, non, c'est bien battu. C'est pas grave. Cette parcelle a été mise en vente donc, par des propriétaires à d'autres personnes, mais il doit y avoir la préemption, est passée par le département, par plusieurs instances qui n'ont pas préempté. Et donc, on nous a proposé, nous, de préempter, quoi. Dernier ressort, c'est ce qu'on a fait. Mais on ne nous a pas proposé la parcelle, ça a été proposé à quelqu'un d'autre, quoi, de base. Et puis, il y a d'autres C'est le droit de France, la commune qui s'est exercée. Qui s'exerce, oui. Il y a des risques d'incendie, ce terrain, il n'était pas défriché. Le broussaillage n'était pas entretenu, donc les voisins. Et les voisins avaient demandé effectivement qu'il soit entretenu pour des risques d'incendie. La canicule a peut-être l'élément, juste raison parfois. Et les propriétaires sont plusieurs sur ce terrain et n'ont pas jugé utile d'aller plus loin dans la garde de ce terrain, puisque le débroussaillage qui était assez élevé et ils ne se voyaient pas payer tous les ans, tous les 12 débroussaillage de cette nature régulièrement, alors qu'ils n'ont pas d'intérêt à surveiller ce terrain. Donc ils ont mis en vente et le département et les espaces culturels n'ont pas exercé leur droit de préemption, pouvaient le faire avant nous, et nous, en dernier ressort, on nous a proposé éventuellement d'exercer le droit de préemption, et c'est ce que nous avons fait. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Jean-Philippe. Oui, effectivement. La commune intervient en troisième ressort, parce que c'est d'abord le département, ensuite le conservatoire du littoral et pour finir la commune. Préemption, donc, est-ce que le vendeur a maintenu sa vente et la préemption est définitive ou est-ce qu'on ne le sait pas encore à l'instant présent? Donc, vous destinez à devenir un verger
Et comme le disait Sandrine, ce sera soit un verger pédagogique ou un verger de conservation, parce qu'étant un espace naturel sensible, il est impossible de faire autrement. En termes d'accès, ça paraît pas très évident. Je vais aller faire un tour ce week-end. Effectivement, il y a beaucoup de ronces. J'imagine qu'effectivement, il sera débroussaillé, mais en termes d'accès, ça paraît pas très évident. Et puis, surtout, c'est déjà boisé. Je ne sais pas quel projet vous imaginez, sachant qu'il y a une toute petite clairière, mais c'est un espace qui est déjà boisé. Et donc, j'imagine qu'on ne va pas abattre les arbres pour en faire pousser d'autres. Sandrine. Oui, effectivement, on ne va pas raser le terrain, on va conserver ce qu'on peut conserver. Il y a du nettoyage, hein, il y a des arbres qui sont morts, il y a peut-être des choses à supprimer. Toute la partie effectivement friche est à nettoyer et éventuellement à planter. Après, c'est un projet à construire. Hein. Là, aujourd'hui, c'est le projet qu'on peut proposer, mais j'imagine qu'il y a une réflexion à porter quand même. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est quand même de préserver au maximum la biodiversité déjà du site. Donc, je ne sais pas si tout le monde ne connaît pas, mais je vous invite à y aller. Il ne s'agit pas de tout couper pour y planter que des fruitiers. On maintient quand même ce qui est possible de maintenir, c'est sûr. Gérard, tu voulais compléter? Donc, ce sujet en commission urbanisme, et avec Jean-Pierre Labatte en particulier, on a bien dit effectivement qu'on ne souhaitait pas faire table rase de tout ce qui existe sur le terrain et planter des arbres bien alignés. Hein. Ça sera un mélange, effectivement, à construire, effectivement, mais ça sera un mélange de nature et de verger. Ce sera de sauver le plus que possible. Mais on aura des espaces pour planter quelques arbres aussi. D'accord, donc le projet est à construire, mais l'opportunité est là. En résumé. Oui, les opportunités foncières sont rares, donc il faut essayer de ne pas les louper. Hein, le portefeuille financier d'Arabant est assez faible, hein, et donc quand on peut acquérir telle par telle, sous réserve qu'elle soit intéressante pour le futur, avec, alors financièrement, hein, on a une opération de 18 000 € de mémoire, vous confirmez, hein, 18 000 € de mémoire, mais vous en avez parlé peut-être en commission urbaine, c'était pas sur le détail, ce qui n'est pas très cher, on est en zone LGS. Donc, c'est un projet collectif. Voilà pour ce point d'information. Les suivants, la carte d'achat public, des licences appliquées pour 150 €. Le nombre de naissances et de décès, vous l'avez là, 5 naissances, 17 décès, donc on n'est pas encore dans le rapport de la 4, mais plutôt de la 3,5. Voilà, je finis le conseil municipal avec quelques points d'information. Si vous pouvez m'écouter encore 5 minutes. Je vais clore le conseil après. Donc, prochain conseil municipal, le mardi 2 mai, hein, je vous ai dit, je crois en début, à 19 h, comme d'habitude. Quelques points d'info pour le mois qui vient. Donc, on a une semaine olympique par du 3 au 7 avril. On a le repas des aînés mercredi 5 avril, c'est-à-dire demain. Exactement. Combien d'inscrits? 175 éléments, hein, c'est ça. Et puis le troisième élément à soulever, c'est le 15 avril, bien sûr, samedi 15 avril, nous avons inauguré le stade Léonce Franco, qui est SP Compagnie, donc un espace dédié au sport le 15 avril, donc on se retrouvera. Toutes celles et tous ceux qui ont invité ont bien voulu venir pour inaugurer cet équipement que tout le monde attendait. Voilà, mes chers amis, je clôt le conseil municipal. Je vois un doigt qui se lève en fin de séance. Il s'agira de Serge Lesbos. Il y a quelque chose à nous dire, Serge. Oui, une chose un peu moins festive que ce que vous venez de citer. À partir du 17 avril, les travaux sur la rue Plessis-Radon vont commencer. Donc, attendez-vous à des désagréments, on va le dire comme ça. Je ne peux pas en dire plus. C'est des travaux qui vont s'engager pour une durée sans doute de 6 mois à peu près. Donc, je l'ai déjà dit, je le répète, essayons d'organiser nos déplacements pour ne pas venir buter dans cet espace de travaux. Voilà. Merci Serge. Ah, il y a encore des questions. Alors, attendez, je veux bien passer la parole, ce n'est pas un problème. Vous levez le doigt, ceux qui veulent prendre la parole après Véronique, parce que c'est juste pour savoir s'il y a plusieurs personnes
À un moment, il faut bien que je clore le conseil municipal. Donc, Véronique, je te cède la parole. Oui, je voulais juste savoir si on avait des nouvelles pour les travaux à la pointe, pour savoir si la balade allait être ouverte avant la semaine du golf. Gérard, Serge, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus? On en a parlé récemment. J'ai pas de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que là, la discussion aimable qui s'est inaugurée avec les propriétaires continue. Cependant, je le dis avec des précautions de langage, hein, puisqu'on est toujours en discussion avec eux, je ne sens pas la volonté des propriétaires de faire les travaux à leurs dépens. Ça veut donc dire qu'on réfléchit et on va prendre une décision rapidement, à savoir si on organise une mise en demeure dans les meilleurs délais, parce que la mise en demeure, c'est encore d'autres délais, la réalisation, c'est encore d'autres délais. Donc, je ne propose pas de date, mais je dis juste ça, c'est que c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Merci Serge. Je vais donc clore ce conseil municipal en remerciant tout le monde, ceux qui sont proches et loin. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit au 2 mai prochain. Merci.